Salut les férus! Et si je vous dis épisode spécial, vous me répondez forcément invité. Et oui, aujourd'hui, nous recevons un invité. Comme chaque édition spéciale, je vais d'abord vous raconter l'histoire, et notre passionné viendra enrichir le récit du podcast. Rappelons que c'est toujours l'invité qui choisit le personnage qui l'a inspiré. Vous aussi, vous pouvez devenir notre invité. Il suffit de nous contacter et de nous parler de votre projet. Des questions posées par nos auditeurs lui seront transmises et il y répondra. D'ailleurs, si vous souhaitez poser des questions pour les prochains épisodes spéciaux, n'hésitez pas, on s'en occupera ensemble. Mais trêve de bavardage, partons pour une époque où la guerre civile faisait rage, dans un pays où la gloire n'était qu'un rêve, les États-Unis. Nous allons découvrir l'histoire d'un homme qui maniait les vers à la perfection, un géant de la poésie, tout comme Mozart l'était pour la musique classique. Je suis Michael et aujourd'hui je te raconte l'histoire de Walt Whitman. Bienvenue sur le podcast Raconte-moi son histoire. Walt Whitman est né le 31 mai 1819 à West Hills, sur le Long Island dans l'État de New York. Issu d'une famille modeste de fermiers, il est le deuxième de 9 enfants. Dès son plus jeune âge, Walt est immergé dans une ambiance familiale marquée par les difficultés financières et le changement fréquent de résidence, mais aussi par l'amour des mots et de la lecture. Son père, un charpentier, lui transmettra des valeurs de liberté et de démocratie qui marqueront profondément son œuvre future. À seulement 11 ans, il quitte l'école pour travailler et aider sa famille. Il devient apprenti dans une imprimerie, un tournant dans sa vie. Le jeune Whitman découvre le pouvoir des mots imprimés et se plonge dans les journaux, les livres et les poèmes. Cette période nourrit son intérêt pour l'écriture et lui permet de développer une sensibilité littéraire unique. À 14 ans, il rejoint le Long Island Patriot, où il commence à développer une passion pour les mots. Cependant, son chemin n'est pas sans embûches. En 1836, alors qu'il travaillait pour le Long Islander, un incendie détruit l'imprimerie, le laissant sans emploi. À l'âge de 17 ans, il commence à enseigner dans des écoles rurales. Mais sa passion pour le journalisme et l'écriture le rattrape très vite. Il se lance alors dans une carrière de journaliste à New York et à Brooklyn. La vie urbaine, les discussions politiques et la diversité humaine qu'il observe au quotidien enrichissent sa vision du monde. Ces expériences formeront les bases de sa réflexion sur la société américaine, qui transparaîtra dans ses poèmes. Mais avant de devenir le poète visionnaire que l'on connaît, Walt Whitman a d'abord été un homme de presse. Dans les années 1830 à 1840, il travaille pour divers journaux à New York et à Brooklyn, où il explore les problématiques sociales et politiques de son époque. Il utilise des articles pour exprimer son soutien à l'abolition de l'esclavage, défendre les dynamiques démocratiques et appeler à une société plus juste. Cette période a joué un rôle clé dans la formation de sa pensée et de sa sensibilité à la réalité sociale des États-Unis. Il continue à publier dans divers journaux et à participer au débat public, tout en affinant sa voix et son regard sur le monde qui l'entoure. Après ses débuts dans le journalisme et son implication dans les débats politiques de son époque, Walt Whitman se tourne pleinement vers la poésie, où il laisse une empreinte durable. En 1855, il publie la première édition de Live of Grace, une œuvre révolutionnaire qui le distingue par son style libre et son approche audacieuse de la poésie. Contrairement aux formes rigides en vigueur à l'époque, Whitman adopte le vers libre, mêlant l'introspection personnelle
aux réflexions sur la société américaine. Il célèbre la nature, la démocratie, le corps humain et l'expérience collective de l'Amérique. Bien que la première édition de Leaf of Grace ne soit initialement pas un grand succès commercial, elle attire rapidement l'attention de critiques littéraires, dont Ralph Waldo Emerson, qui encouragent son travail. Entre 1861 et 1865, la guerre de sécession marque un tournant dans la vie de Whitman, tant personnellement qu'artistiquement. Pendant ce conflit déchirant pour les États-Unis, il devient infirmier bénévole dans les hôpitaux militaires de Washington. À cette époque, il veille sur les soldats blessés, leur offrant réconfort et soutien moral. Cette expérience profondément humaine le transforme et influence son écriture, ajoutant une dimension de compassion et de souffrance à ses poèmes. Ses recueils, Drumstabs et Specimen Day, capturent la brutalité de la guerre, mais aussi l'héroïsme et la douleur des soldats qui la côtoyaient. Son poème célèbre « Ô capitaine, mon capitaine » est un hommage poignant à Abraham Lincoln, assassiné peu après la fin du conflit. Ce texte est chargé d'émotions. Il devient l'un des plus connus de Whitman. L'homosexualité de Walt Whitman est également un aspect central de sa vie et de son œuvre. Bien que son expression ait été subtile, compte tenu des normes sociales de son époque, dans Leaf of Grace, notamment à travers la section Calamus. Il explore des thèmes liés à l'amour entre hommes, célébrant une camaraderie intense et parfois des sentiments plus profonds. Ses écrits ont été sujets à de nombreuses interprétations. Whitman lui-même a parfois nié cette interprétation dans sa correspondance, mais son attachement émotionnel pour certains de ses amis masculins, comme Peter Doyle, un conducteur de tramway, laisse entrevoir une dimension intime qui a l'influence de ses réflexions sur l'amour et la fraternité. En intégrant son expérience de la guerre, sa vision poétique unique et ses relations personnelles, Walt Whitman a bâti une œuvre profondément humaniste qui embrase la diversité et la complexité de l'expérience humaine. Son écriture à la fois personnelle et universelle continue de résonner à travers les époques, faisant de lui l'un des poètes les plus influents de la littérature américaine. À la fin de sa vie, Walt Whitman se retire dans sa maison de Camden, dans le New Jersey, où il vit les dernières décennies de sa vie. Après le succès relatif de Leaf of Grace et les répercussions de la guerre de sécession sur sa santé physique et mentale, il se consacre à son écriture tout en faisant face à divers problèmes de santé, notamment une pneumonie et d'autres infections chroniques. Whitman continue de publier des éditions révisées et élargies de Leaf of Grace, ajoutant de nouveaux poèmes et modifiant certains des précédents. La dernière édition, publiée en 1891, est souvent considérée comme son chef-d'œuvre, mettant en lumière son style mature et ses réflexions approfondies sur la vie, la mort et la nature humaine. Cette période de réécriture et de perfectionnement est également marquée par une introspection sur son héritage et son impact sur la poésie américaine. Dans les années 1880, Whitman devient une figure emblématique de la culture américaine. Sa poésie commence à être enseignée dans les écoles et il est souvent cité comme l'un des pionniers du vers libre, ayant inspiré de nombreux poètes contemporains et futurs. Toutefois, il ne vit pas sans difficultés financières, et bien que son travail soit reconnu, il continue de se battre pour sa subsistance. À la fin de sa vie, sa santé décline, et il se retire progressivement de la vie publique. Malgré cela, il maintient une correspondance active avec ses admirateurs et ses amis. En 1892, il subit une attaque cérébrale qui affaiblit considérablement son état général. Il reste en vie jusqu'au 26 mars 1892, date à laquelle il décède à l'âge de 72 ans. Son dernier souhait était d'être enterré à Camden, où il repose aujourd'hui au cimetière de Harley. Mais Whitman a laissé un héritage indélébile à la poésie et à la culture américaine. Ses idées sur la démocratie, l'individualisme et l'amour universel
continue d'inspirer des générations de lecteurs et de poètes, affirmant sa place comme l'un des plus grands maîtres de la littérature américaine. Sa vie et son œuvre sont régulièrement célébrées par des événements, des conférences publiques et des hommages, faisant de lui une figure intemporelle de l'imaginaire littéraire. Et nous voilà à la fin de cette histoire sur Walt Whitman. J'espère que ça vous a plu. Et en plus de ça, ce n'est pas fini. Eh oui, c'est un épisode spécial. Et qui dit épisode spécial, dit invité. Et aujourd'hui, nous recevons un autre podcast, Écoutez Gay. Bonjour Écoutez Gay, comment ça va? Salut, ça va et toi? Oui, très bien, merci. Qu'as-tu pensé de l'histoire de Walt Whitman que je viens de raconter? Est-ce qu'elle colle à la réalité? Alors, parfaitement. Elle présente très bien le personnage, ses moments clés dans sa vie, justement ces passages un peu difficiles dans la vie, et puis toute son évolution qu'on voit du début de son enfance jusqu'à la fin de sa vie. Donc pour toi, ça colle, ça le représente bien. Je fais participer mes auditeurs, mes fidèles auditeurs, et ils ont quelques questions pour toi. Et la première question, c'est comment la guerre de sécession a-t-elle influencé la poésie de Walt Whitman, en particulier ses réflexions sur la fraternité et l'égalité? Alors, il a été un infirmier bénévole pendant le conflit. Il a constaté lui-même les atroces souffrances des soldats blessés qu'il a soignés, parfois très jeunes. Il les a soutenus, il les a souvent réconfortés, il les a même accompagnés dans leurs derniers instants, pour certains. Et ces moments-là, je pense, en tout cas, c'est ce qu'il écrit dans ses écrits, justement, très personnels, qui sont notamment son journal intime, qui a un nom qui s'appelle Page de journal. Et ce sont justement des moments qui ont renforcé son engagement par rapport à l'unité nationale. Il a vraiment souffert de voir ses frères, ses pères, en fait, qui se sont entretués pour des choses pour lui qui sont futiles, en fait. Donc, il s'est engagé pour l'unité nationale d'abord de son pays, les futurs États-Unis tels qu'on les connaît aujourd'hui, et la solidarité humaine en général. D'ailleurs, il est un fervent admirateur de la Révolution française. Il en a parlé aussi dans certains de ses écrits. Et donc ça se reflète également dans ses poèmes où il célèbre la camaraderie entre les hommes et il milite pour la démocratie. Il en parle très très souvent, le mot démocratie revient très régulièrement dans ses écrits. Et dans son recueil de poèmes Drum Taps, il évoque aussi la fraternité entre les soldats et l'importance de l'unité nationale. Il y a aussi un passage dans Page de journal où il évoque ses soins en tant qu'infirmier du côté nord. Hein, et son soutien, il a pris plusieurs formes, où il respectait les derniers souhaits des soldats, ou les souhaits même de leurs vivants, pardon, aussi, et il y en a eu. Il leur amenait des denrées réconfortantes, comme pour un certain soldat, c'était un gâteau de riz. Pour d'autres, c'était simplement des paroles rassurantes, assurer la lecture des correspondances familiales ou d'écrits de toutes sortes. Il me semble qu'il a eu à lire la Bible pour un des soldats qui exigeait une petite attention supplémentaire sur le côté pieux. Et puis il s'engageait aussi à respecter les dernières volontés pour transmettre les derniers messages par courrier ou en se déplaçant lui-même parfois quand les soldats l'avaient énormément touché, qu'il avait eu une bonne relation avec eux sur les derniers jours. Donc il se déplaçait chez les proches des regrettés. Et il respectait profondément les soldats dont il a eu à s'occuper ou approcher sur le champ de bataille. Et pour lui, il n'était pas question du tout de barbarie, de faire souffrir les autres. Hein. Il était vraiment dans l'attention et dans le soin. D'où le fait qu'il était infirmier aussi, lors de la guerre de sécession. Oui, aussi, bien sûr, oui. Donc, tu nous as parlé vite fait de la Révolution française, que c'était un ferveur de la Révolution française. Est-ce que tu sais quelque chose? Est-ce qu'il aurait fait des poèmes dessus? Il n'a pas fait de poème sur la Révolution française. En fait, après, sur bien des détails, il n'était pas très sympathique sur l'Europe. Il avait plutôt des points de vue assez tranchés. Où je pense qu'il avait il y avait un petit peu de complexe d'infériorité, comme c'était un jeune pays. Je l'ai ressenti un peu comme ça dans ses écrits. Il y avait toujours une petite
connotation, un point de vue un peu supérieur, notamment sur les paysages, qui disait qu'il n'y avait rien à envier aux autres, parce qu'aux États-Unis, il y avait tout, des grands paysages assez lointains, des grands horizons, et apparemment, il estimait que ça valait largement tous les autres pays du monde. C'est une vision très américaine aujourd'hui où on sait que le pays est assez centré sur lui-même. Ben, ça reste je pense que c'était un patriote, un grand patriote de l'époque, même si il était on a tendance souvent à séparer les démocrates et les républicains, mais les démocrates de l'époque étaient beaucoup plus républicains que les démocrates le sont aujourd'hui. Donc l'auditeur m'a posé plusieurs questions et j'en ai une autre. C'est quelle est l'importance du vers libre dans l'œuvre de Whitman et comment cette forme poétique a-t-elle révolutionné la poésie américaine? Avec Walt Whitman, on est dans l'exaltation du présent et une orientation positive du temps. Il ne se refuse pas de joindre différents sujets qui lui sont chers, notamment la démocratie, la vie urbaine, les technologies, etc., qui n'ont pas forcément de prime abord de lien logique. Il s'est affranchi aussi des structures métriques et rimées traditionnelles, en introduisant une forme poétique plus fluide et naturelle, qui a permis son expression qu'on lui connaît, directe et très personnelle. Et après, il a révolutionné aussi la poésie américaine en ouvrant la voie en fait à une plus grande liberté stylistique, et il a influencé de nombreux poètes après lui. En fait, on le sent quand on lit ses poèmes. Il n'y a pas la recherche de rimes, justement. Il n'y a pas ce qu'on a dans la poésie traditionnelle qu'on a apprise à l'école aussi. On oublie tout et on part sur quelque chose de totalement neuf. C'est c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est pas forcément bien de casser les codes, surtout sur quelque chose d'aussi beau par nature, la poésie. Mais il a voulu le faire et ça lui a bien réussi. Et finalement, peut-être que c'est aussi ce côté américain de vouloir refaire le monde, de repartir sur du neuf, qui se ressent même jusque dans la culture, dans cette forme de culture. Comment Whitman exprime-t-il la sensualité et la sexualité dans ses poèmes, en particulier en ce qui concerne l'amour entre hommes? Alors, on retrouve vraiment l'expression d'un homme qui a vécu au sein de l'armée, attaché à l'esprit de camaraderie, avec le goût d'une époque, une manière de parler. Beaucoup de ces écrits n'ont pas été traduits en français, donc on va se baser, là aujourd'hui en tout cas je me base sur des traductions qui ont été faites en français. Donc la substance des poèmes en a forcément été modifiée, mais on ressent quand même une certaine sensibilité qui est prude, qui est pas sauvage, comme on peut l'exprimer facilement de nos jours, en fait surtout sans filtre, justement sans poésie, comme j'aime le dire. Ça rend les écrits plus sensuels, légers, subtils. C'est plus de l'érotisme en partageant plus l'amour que de la sexualité pure et dure. Ouais, tout à fait. Comment était vue l'homosexualité lors de cette période de l'histoire, donc pendant la guerre de sécession et après la guerre de sécession aux États-Unis? Eh bien, comme dans la plupart des pays occidentaux et même beaucoup plus loin, c'était pas forcément bien vu, puisque Walt Whiteman a fait les frais des découvertes qui ont été faites sur son sujet, au sujet de sa sexualité. Il avait écrit déjà auparavant, avant de travailler au sein d'un ministère à Washington, il avait déjà sorti des écrits qui évoquaient des rapports homosexuels, en tout cas supposés, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est pas franc, c'est pas direct, c'est pas vulgaire, et donc on pourrait se dire, bon, honnêtement, on pourrait totalement lire autre chose aussi dans ses écrits. Et en fait, il a été viré à cause de ça, après la découverte de ses écrits. Donc ça laisse le ton de l'époque par rapport à l'homosexualité qui est quand même assez fermé. C'était encore assez mal vu, et bien sûr après il y a sa stature, peut-être le milieu qui côtoyait, qui le protège d'une certaine manière de beaucoup de problèmes que ses congénères pouvaient avoir à la campagne par exemple. Mais à côté de ça, il était aussi très solitaire. Je pense que c'est quand même quelqu'un qui avait du caractère, quelqu'un qui a vécu aussi la guerre, donc honnêtement, c'était pas forcément mal perçu par lui. C'était quelque chose de. Bon, lui aussi en faisait le constat dans ses écrits, on le sent, ça l'attriste quand même. Il peut pas y vivre sa vie pleinement comme n'importe quel hétérosexuel, femme ou homme.
de l'époque. En tout cas, à ma connaissance, il n'a pas subi d'attaque personnelle. Mais en tout cas, il a été mal vu, ça c'est sûr, pour ces questions-là. Oui, ça c'est l'homosexualité était mal vue comme le fait d'être noir aussi, c'était très mal vu à cette période-là, hein. Donc si aujourd'hui on s'améliore, c'est vrai qu'à cette époque c'était pas facile pour tout le monde. Quand je reçois un invité, c'est l'invité qui choisit le personnage. Pourquoi tu as voulu me faire découvrir ce personnage? Alors, justement, j'ai retrouvé pas mal de choses sur la personne de Walt Whiteman qui me faisait penser un peu à moi aussi, dans un certain sens. Bon, déjà parce que, bien sûr, il est homosexuel, mais ça justifie pas l'entièreté de la recherche, du travail. Mais j'aime son parcours de vie. Il est riche en engagement, en apport à la société de l'époque, son expression libre, son style sensible de la masculinité, sa liberté, son amour pour la nature avec un grand N, comme je dis, il précise dans ses écrits, c'est vraiment avec un N majuscule, donc il la respecte profondément, ce que je fais aussi dans ma vie personnelle et privée, donc j'aime beaucoup aussi la nature, je l'écris d'ailleurs aussi dans mes extraits audio que je partage sur mon podcast. Il avait un grand sens de l'observation, de l'introspection, ses réflexions qu'il a faites sur la société, pour ses engagements aussi, puisqu'il allait au-delà de ce simple métier. Il s'est engagé en tant qu'infirmier auprès de l'armée du Nord, donc pour même soigner d'ailleurs les soldats blessés du camp adverse aussi. Hein, d'ailleurs, je n'ai pas de nom de soldats qu'il a soigné du camp adverse, mais en tout cas, il l'a évoqué, qu'il ne départageait pas les soldats. Moi, je me retrouve en lui, en fait, sur beaucoup de choses, donc notamment même sur l'activité, puisqu'aujourd'hui, je suis podcasteur, mais j'écris, et donc ça rejoint un peu ce que je fais aussi. Il y a de l'érotisme dans ce qu'il faisait, et dans le mien aussi, dans mon travail. La manière de voir le monde, et puis, bien sûr, comme je disais, la sexualité, mais aussi le constat que la vie d'un homosexuel n'est pas si simple que ça par rapport aux rencontres, l'envie de se poser, parce que pour moi aussi, ça, il en a souffert dans un de ses écrits, dans un de ses poèmes, j'ai l'impression qu'il en parle beaucoup. Donc voilà, je me retrouve beaucoup dans pas mal d'aspects. Et puis, il y a aussi autre chose à force de le lire. J'ai constaté qu'en fait, il aurait pu abandonner pas mal de fois, changer de métier. Il avait largement les capacités de le faire, de changer de voie, parce qu'il a fait beaucoup de métiers différents. Charpentier, instituteur, écrivain, fonctionnaire, vraiment des choses qui n'ont pas forcément de rapport, si ce n'est la plume dans certains métiers, en tout cas pas en tant que charpentier, mais dans pas mal de métiers, il y a toujours ce rapport au mot. Et il s'est acharné à le faire contre l'avis de ses pairs, parce qu'il a été aussi décrié par rapport à ses écrits en tant que journaliste. On disait qu'il était médiocre, on disait enfin même ses vers, ses poèmes, qui étaient justement en dehors du code de l'époque, il a continué à persévérer et en fait aujourd'hui on en parle. C'est ça qui est dingue. On en parle dans le monde de la poésie. C'est un personnage encore oublié. Aux États-Unis, il n'est pas si oublié. Il le célèbre aux États-Unis. Mais dans le monde, je parle en général, il est oublié. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on le fait un peu revivre sur ce podcast. C'est important que les gens savent qui il est et qu'ils se disent, oh ben pourquoi pas aller lire un poème de lui, découvrir un peu plus. Je te laisse continuer. Oui, après, j'avais plus grand-chose à ajouter, mais en tout cas, il avait aussi cette volonté de perpétuer, de préserver ce qu'il avait créé. Un peu comme un parent avec ses enfants. Sauf que lui n'avait pas d'enfant. Enfin, en tout cas, il y a eu des rumeurs, mais en fait, c'est lui-même, je pense, qui s'est protégé en parlant d'enfants, même s'ils étaient illégitimes. D'une certaine manière, il se rapprochait un peu de la norme, donc hétérosexuelle, d'avoir des enfants, et le couvrait éventuellement d'une postérité qui aurait été malheureuse, dans le sens où on l'aurait peut-être oublié volontairement, en se disant bon, il est homosexuel, il n'est pas fréquentable. Même mort, pas fréquentable. Or là, bon bah c'est pas le cas aujourd'hui. Heureusement, la société a évolué positivement sur cet aspect-là, et donc on en parle encore aujourd'hui de manière honnête et sans écarter un moment de sa vie qui n'aurait pas été propre,
ou différents, qu'on aurait considérés comme différents. Et donc voilà, ce qu'il voulait aujourd'hui est d'actualité puisqu'il n'est pas oublié. Tu m'as dit, oh, j'ai une anecdote sur lui, sur une de ses boissons qu'il buvait. Est-ce que tu veux nous la raconter, histoire Oui, justement, alors pour l'anecdote, il est mort d'une pneumonie et qui aurait pu être causée par l'ingestion de ponche au lait trafiqué au plâtre, qui était couramment fait à l'époque. Et le lait aurait pu être lui-même venant de vaches contaminées à la tuberculose. Et apparemment, il y a des symptômes qui sont quand même assez similaires entre les deux maladies, entre la pneumonie et justement la tuberculose. Donc potentiellement, il a eu un cocktail de poison dans le corps. C'est les derniers instants de sa vie. Ouais, mais ça fait partie de l'histoire de s'injecter des choses où on pensait que c'était vertueux et que finalement, ben, ça ne l'était pas vraiment. Après, le lait trafiqué au plâtre, je pense que c'est économique avant tout. Économique avant tout, c'est la farine aussi qui a été longtemps trafiquée dans l'histoire, coupée avec d'autres choses. Ou le poivre de nos jours, le poivre moulu qui est coupé au sable. Ouais, bah ça, je suis pas au courant. Bah merci, merci. Ça, Voilà. tu vois, Non mais c'est intéressant de savoir un petit peu plus. Ça n'a rien à voir avec le podcast, mais ça nous enrichit un peu plus. Et ça, c'est bien. des petites anecdotes de Des la petites vie. anecdotes de la vie. Et puis, Walt Whitman, c'est vrai que c'est un grand poète. Il a sorti un livre qu'il a travaillé constamment tout au long de sa vie, Feuille d'herbe, et il a travaillé plusieurs fois, c'est-à-dire qu'il a d'abord sorti, après il l'a repris pour un peu mieux le travailler et tout ça. Et ce livre, tu l'as lu? Alors j'ai lu certains passages et c'est un recueil de poèmes qui a repris une partie de ses poèmes, enfin qui a fait une sélection dont j'en ai extrait certains poèmes. Tu pourrais nous raconter un ou deux poèmes si... Il y en a un qui m'a marqué parce qu'il fait le lien avec nous aujourd'hui. Ah bon? J'ai trouvé ça plutôt drôle. Ah, c'est plutôt... Voilà. Ouais, c'est plutôt sympa. Écoutez, ben, on va te laisser le raconter. Le poème s'intitule Chroniqueur des âges futurs. Tenez, je veux vous faire pénétrer sous cette enveloppe impassible. Je veux vous apprendre ce que vous devrez dire de moi. Publiez mon nom et accrochez mon portrait comme celui de l'ami le plus tendre. Portrait de l'ami, du cher camarade, dont son cher camarade, était le plus épris. Qui n'était pas orgueilleux de ses chants, mais de l'immensurable océan d'amour qui refluait en dedans de lui, et les penchants sans compter. Qui souvent se promenait en des chemins solitaires en songeant à ses amis chers et à ses tendres compagnons. Qui, tristement songeur loin de celui qu'il aimait, passa souvent des nuits sans sommeil et chagrine. Qui connut trop bien la mortelle crainte que celui qu'il aimait pût être secrètement indifférent envers lui. Dont les jours les plus heureux se passèrent très loin, à travers champs, dans les bois, sur les coteaux, aérés avec un autre la main dans la main, tous deux isolés des hommes, qui souvent flâna dans les rues, entourant de son bras l'épaule d'un ami, et le bras de son ami également appuyé sur la sienne. Ça fait un petit parallèle entre son homosexualité et puis, comme le titre l'indique, chroniqueur des âges futurs, j'ai dit bon, ça colle parfaitement parce qu'il parle justement de sa postérité, il évoque la manière dont il veut qu'on parle de lui et je trouvais ça assez marrant de briser, comme on l'appelle, le troisième mur entre le lecteur et l'écrivain. Et donc, tu n'es pas historien. Tu aimes l'histoire. On pourrait dire que tu es passionné d'histoire, mais tu as ton propre podcast. Parle-nous de toi et de ton podcast. Qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, sur mon podcast, je m'adresse plutôt à des personnes qui, en tout cas, prioritairement à des hommes homosexuels, des gays, comme moi. Je me suis aperçu en fait que la pornographie faisait des dégâts sur les cerveaux des gens, sur la manière d'appréhender la sexualité dans la vie privée. Et beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent d'addiction au porno. Et je ne connaissais pas, je connaissais la littérature érotique, mais je ne connaissais pas les audios érotiques. Je me suis dit, en fait, pourquoi pas?
Il y a des gens qui préfèrent écouter plutôt que lire, et on m'a souvent complimenté aussi sur ma voix. Donc, dans mes relations personnelles, privées, j'ai eu quelquefois des compliments de ce genre-là. Donc, je m'étais dit, pourquoi pas en faire justement un mix entre les deux avec ma voix et des textes qui seraient évocateurs, hein, qui parleraient à tout le monde. Et justement, je m'efforce d'essayer d'impliquer toutes sortes de personnes dans mes audios parce que l'inconvénient aussi de la pornographie, c'est que ce sont toujours les mêmes personnes, les mêmes profils, les mêmes mimiques, les mêmes réactions. Et ici, il est vraiment question de laisser l'imaginaire se faire l'idée par lui-même. Le cerveau est totalement libre de s'imaginer comme dans un livre les personnages. Alors parfois je décris un peu plus, parfois un peu moins, ça dépend aussi de mon envie quand j'écris, de ce qui vient, parce que je fais beaucoup aussi au feeling. Et donc toutes les personnes qui vont m'écouter peuvent trouver toutes sortes de récits différents de l'un de l'autre. Des récits un peu plus hard, un peu plus doux, un peu plus romantiques, des passages historiques aussi, parfois, comme Romance dans les tranchées, que j'avais fait l'année dernière et l'année d'avant, j'avais fait en partie 1, partie 2, pour qu'on ait un genre un genre d'hommage aux poilus. Parce qu'il y a aussi des pauvres jeunes homosexuels qui ont été aussi à la guerre, à la Première Guerre mondiale. On n'en parle pas, on n'en parle pas. Même pour la Seconde Guerre mondiale, on a rarement évoqué cette histoire de triangle rose. Enfin, après, bien sûr, dans l'horreur, tout le monde a souffert, mais il y a eu quand même une décatégorisation, notamment chez les nazis, avec ces histoires de triangles. Tout le monde en avait, mais plus on allait vers le rose et plus c'était dramatique pour eux. Donc voilà, j'essaye d'en faire un podcast qui est érotique, mais aussi qui permet d'apprendre des choses sur l'histoire et sur les gens qui nous ont précédés et donner l'envie des mots. Redonner un peu l'envie de communiquer avec des mots fleuris dans sa sexualité, dans les sextos, toutes sortes de choses comme ça. Je vais faire une petite parenthèse, je vais raconter comment on s'est un peu rencontrés parce que je vais faire de la pub à notre hébergeur, Ocha, gratuitement. Donc, euh, nous avons le même hébergeur, Ocha, qui héberge des podcasts. Et comment on s'est rencontrés? Ben, simplement, j'ai posé une question. J'avais partagé mon premier épisode ou mon deuxième épisode, je sais plus, et j'avais posé la question de savoir si j'étais dans, si c'était cool, enfin si c'était sympa, si le son il était bien et tout ça, parce que c'est la chose la plus compliquée dans un podcast, c'est d'avoir du bon son aussi. Enfin, c'est la chose la plus importante surtout. Et tu m'as répondu, tu m'as dit, tu m'as corrigé, tu m'as aidé. Tu m'as un peu aidé à me lancer. Et donc on avait fait quelques petits trucs ensemble où on s'entraide souvent en fait. Donc, et puis je t'ai proposé de venir sur le podcast, tu as accepté. Ça me fait très plaisir que tu sois là. Nous avons deux podcasts totalement différents, mais qui se touchent avec l'histoire et l'homosexualité. Nous avons aussi deux, deux visions de la vie différentes. Tu es homosexuel, je suis hétéro, mais ça ne nous empêche pas de nous entraider et d'être amis en fait, pour pouvoir aller plus loin ensemble. Et c'est ce que je trouve. Je te remercie de m'avoir aidé au départ, et puis je te remercie d'être venu sur ce podcast. En tout cas, j'espère que ça t'a plu de partager ce moment avec nous. Et puis si j'ai des homosexuels qui font partie de mes auditeurs, ben, je vous encourage à aller ben, jeter une oreille sur le podcast Écoutez Gay. Et si tu veux rajouter un dernier mot, je te laisse. Oui, après, c'est ouvert à toutes les personnes qui peuvent être attirées par les relations homme-homme. Donc, il y a aussi des femmes qui m'écoutent, même si c'est une part de l'audience minime. Mais elles sont bienvenues. Toutes les personnes qui sont ouvertes et qui veulent, qui sont curieuses aussi, peut-être, de découvrir d'autres choses, pourquoi pas. Et puis, comme je dis, c'est pas parce que vous écoutez quelque chose qui est fait par un homosexuel pour les homosexuels que vous êtes forcément homosexuel.
parce qu'il y a toutes sortes de personnes et on peut être aussi un hétéro curieux et fantasmer sur des choses et jamais les produire, les reproduire. Voilà. Il n'y a aucune gêne là-dessus à avoir et aucun problème. Merci pour m'avoir fait venir sur ton podcast et d'avoir pu présenter ce personnage emblématique. Et merci pour ton travail sur l'histoire, de la vulgariser, parce que c'est très important d'amener aux gens de la culture et autre chose que simplement du divertissement. Donc merci pour ça. Et merci aussi pour notre collaboration fructueuse. Ouais, espérons. Mais c'est avant tout divertissant l'histoire. Il faut le prendre comme un divertissement l'histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ça vous a plu. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. C'était Mickaël et Écoutez Gay et on vous dit ciao.